Donc, bonjour. Donc, on va commencer aujourd'hui le chapitre qu'on n'a pas fait pendant cet arrêt, qui est l'oxydoréduction et électrochimie. Donc, je vais commencer par la définition oxydoréduction. Historiquement, le terme d'oxydation tel qu'il fut employé par Lavoisier a signifié toute réaction avec l'oxygène. Donc, si on prend le carbone avec l'oxygène, il donne le CO2. C'est une réaction d'oxydation du carbone. Donc, il a fait employé par Lavoisier. Donc, par la suite, la notion d'oxydoréduction s'est introduite et correspond aux réactions de déplacement. Exemple, si on prend le monoxyde de fer plus un réducteur qui est l'hydrogène, on trouve bien sûr à la fin qui est la forme réduite du fer, qui est le Fe, plus H2O. Alors, l'extension finale de l'oxydoréduction, la signification a été entendue après la découverte d'électrons par Thomson et l'introduction du modèle de Bohr, comme on l'a vu au premier semestre, au transfert d'électrons. C'est ainsi qu'on a défini l'oxydation tout simplement par perte d'électrons et réduction, c'est un gain d'électrons. En ce qui concerne le couple oxydoréducteur ou redox, un oxydant, c'est tout simplement une espèce chimique susceptible de capter les électrons. Lorsqu'un oxydant capte des électrons, il est réduit. Et une réduction, tout simplement, est un gain d'électrons. Donc, un réducteur est une espèce chimique susceptible de céder des électrons. Et une oxydation est donc une perte des électrons. Par contre, oxydoréduction sont des processus simultanés et indissociables. Ils constituent la réaction d'oxydoréduction. Donc, après avoir capté les électrons, OX1 se transforme sous la forme réduite RED1. Et après avoir cédé les électrons, un réducteur RED2 se transforme en OX2, selon bien sûr le couple OX-RED. Donc, un couple OX est défini par la demi-équation, comme vous le savez tous, je pense que vous avez déjà vu ça au terminal. OX plus N moins, il vous donne la forme réduite. Donc, où N est le nombre d'électrons prélevé par OX ou réducteur d'un autre couple, ou une électrode pour se convertir en RED. Donc, on prend un exemple tout simplement, ce qui est le cuivre. Le cuivre Cu de plus forme oxydée, plus un électron, plus deux électrons ici. Ce n'est pas deux électrons, il vous donne bien sûr la forme réduite Cu. Donc, la notion du couple redox est comparable à la notion du couple acide-base OX plus N-, il vous donne le RED, et la base tout simplement plus un proton qui vous donne l'acide, qui est l'échange de protons. Donc, la réaction d'oxydoréduction, une réaction d'oxydoréduction fait intervenir deux couples redox, et son équation chimique peut être considérée comme la superposition de deux équations. Donc, vous avez la première équation et la deuxième équation. Donc, il faut équilibrer par le nombre d'électrons en multipliant ici par N2 et ici par N1 pour obtenir à la fin l'équation globale. Donc, il faut que le nombre d'électrons mis en jeu des deux équations soit égal tout simplement. Donc, la réaction se fera dans le sens numéro 1 si l'oxydant 1 est plus oxydant que 2, ou le réducteur 2 plus réducteur que 1. Alors, l'ordre d'électronégativité et le pouvoir oxydant et réducteur. Donc, on a déjà vu pendant le premier semestre au cours de l'atomistique l'ordre de l'électronégativité. Donc, en général, le plus électronégatif est le plus oxydant et le plus électropositif est le plus réducteur. C'est ainsi qu'on a classé les pouvoirs oxydants des halogènes dans l'ordre des électronégativités, comme vous êtes en train de voir. Le pouvoir oxydant, l'ordre qui est ici, c'est très oxydant dans les deux sens. Donc, une réaction d'oxydoréduction peut se réaliser de deux façons. On peut mettre directement en présence des réactifs au sein d'une même phase, par contact entre deux phases différentes. Si la réaction est spontanée, l'énergie libérée par la réaction apparaît sous forme de chaleur. Vous êtes en train de voir, si on met un morceau de zinc plongé dans une solution de sulfate de cuivre, donc on obtient tout simplement Ci de plus zinc. Donc, il obtient la forme réduite de cuivre plus Zn de plus. Un autre exemple, c'est tout simplement l'iode avec le thiosulfate. Il vous donne I2 plus 2 S2O3 de moins. Il vous donne 2I- plus S4O6 de moins. On peut séparer les deux couples redox de deux compartiments séparés. Le transfert d'électrons d'une espèce à l'autre se fait par l'intermédiaire d'un conducteur métallique. Donc, on va voir ça dans la pile après, bien sûr, paragraphe suivante. Donc, l'énergie libérée par la réaction globale apparaît sous forme de travail. Dans ce cas, on a affaire à une réaction tout simplement électrochimique, exemple de pile et l'électrolyse. Donc, en ce qui concerne l'électronégativité et l'énergie des orbitales, on a vu ça dans le premier semestre au cours de l'atomistique, et aussi vous avez vu ça dans le cours de liaison chimique. Alors, le phénomène d'oxydoréduction tel qu'il est défini correspond au départ ou l'arrivée d'un électron d'un atome. Donc, tout simplement, départ d'un électron, oxydation. Donc, A plus
plus E-, ou un exemple, c'est le cas de sodium, qui vous donne Na plus E-, l'énergie d'ionisation qui est supérieure à 0. Donc, cette équation correspond au processus de la première ionisation. On a arraché un électron, si vous vous rappelez, bien sûr, au premier semestre de l'atomistique pendant l'énergie d'ionisation. Donc, il s'agit du départ d'électrons du niveau occupé d'énergie plus élevée, décrit par le haut orbital. Donc, l'énergie qu'il faut fournir pour arracher l'électron de cet orbital s'appelle énergie d'ionisation et elle est toujours positive. Donc, arrivée de l'électron. Dans ce cas, on va parler de l'affinité électronique cette fois-ci. Donc, on va voir l'affinité électronique pour capter un électron, il vous donne A-. Ça, on parle de l'affinité électronique. Un exemple, celui de chlore. Donc, cette équation traduit le processus de la première fixation électronique sur A. Donc, ce schéma représente l'arrivée d'un électron sur le premier niveau d'énergie, comme vous êtes en train de voir, accessible, décrit par l'orbitale vacante. Donc, ou partiellement vacante, ou plus basse d'énergie. Donc, l'énergie libérée par l'atome A lorsqu'un électron est ainsi ajouté à sa couche s'appelle par convention l'affinité électronique. Donc, il faut revenir au cours du premier semestre en ce qui concerne l'affinité électronique. Il peut être positif, processus endothermique, ou négatif, qui est processus électrochimique, comme vous avez vu en électrochimie. Donc, l'électronégativité est la capacité d'un atome à attirer des électrons lorsqu'il est engagé dans une combinaison chimique. Alors, maintenant, on va passer au degré d'oxydation. Alors, définition et convention. L'état d'oxydation d'un élément dans un composé peut être caractérisé par un degré d'oxydation ou nombre d'oxydation. Celui-ci permet une attribution formelle des électrons dans le composé. Donc, il est très utile en particulier pour équilibrer les équations des réactions d'oxydoréduction. Bon, on a, comme vous êtes en train de voir, donc une oxydation de sodium, c'est plus 1, de Cl-, moins 1, Fe3+, plus 3, Ci2+, plus 2, O2-, moins 2, NB5+, 5+, et NBX, c'est X en général. Et bien sûr, la forme non chargée ou la forme simple, la forme d'oxydation telle qu'elle est 0. Par exemple, si vous prenez sodium, l'hydrogène, les molécules, fluor, le fer, métal, Cl2, donc ils ont un degré d'oxydation qui est égal à 0. Dans les composés usuels, l'hydrogène, l'état d'oxydation c'est plus 1, l'oxygène, moins 2. Mais il y a toujours des exceptions. Donc en fait, il y a des exceptions. Quelquefois, l'oxygène peut prendre d'autres degrés d'oxydation. Et même l'hydrogène, par exemple, le cas si l'hydrogène se coupe dans les hydrures, il peut prendre moins 1. L'oxygène, par exemple, dans des formes oxydées, il peut prendre quelquefois moins 1,5, quelquefois même plus. Donc, on va voir ça. Donc, d'autres éléments. Donc, une molécule neutre, sigma molécule neutre, c'est-à-dire la somme de degrés d'oxydation dans une molécule neutre, elle est toujours égale à 0. Si on prend le SO2, bien sûr, si je cherche le degré d'oxydation de soufre, donc je sais déjà le degré d'oxydation d'oxygène moins 2, la somme d'une molécule neutre qui est égale à 0, je peux trouver le degré d'oxydation du soufre. Par exemple, ici, celui de l'azote. Donc, je connais HNO3, l'acide nitrique, degré d'oxydation plus 1, moins 2. Donc, je fais la sommation, bien sûr, plus 1. Je cherche celui de l'azote. Donc, 3 fois moins 2, celui de l'oxygène, est égal à 0 parce qu'il n'est pas chargé. Donc, degré d'oxydation de l'azote plus 5. Et ainsi de suite. Par exemple, ici, SO4 de moins. Donc, est égal, ici, la somme est égale moins 2. Donc, je peux chercher, bien sûr, le soufre. Donc, vous avez vu que le soufre peut avoir d'autres degrés d'oxydation. Ici, c'est plus 4, ici, plus 6. Par exemple, le chrome, il y a le chrome 6 et le chrome 3, par exemple. Même l'azote, quelquefois, on peut trouver à moins 3, quelquefois, on peut trouver à plus 5. Et ainsi de suite. Bon, je vous laisse voir ça par la suite, c'est très simple. Les cas particuliers, dans le cas des hydrures métalliques, par exemple, l'hydrogène, il est à moins 1. Dans le peroxyde, le degré d'oxygène, il est à moins 1. Par exemple, l'oxygène, par exemple, dans de l'oxyde de fluor, donc il est à plus 2. Donc vous êtes en train de voir qu'il y a différents degrés d'oxydation de chaque élément. Car le fluor est le seul élément le plus réactif que l'oxygène. Donc, comme vous êtes en train de voir ici, je vous montre. Donc, vous avez l'élément d'hydrogène, il peut prendre différentes formes de degrés d'oxydation, moins 1, 0, plus 1. Par exemple, l'oxygène peut prendre moins 2, le cas des oxydes. Dans le cas des peroxydes, moins 1. Et le cas d'oxygène, il peut prendre bien sûr la comoléculaire, c'est 0. Et quelquefois, dans ce qu'on appelle les superoxydes, il peut prendre moins 1,5 l'oxygène. L'élément de soufre, vous êtes en train de voir la fourchette, de moins 2 à plus 6. Donc, moins 2, 0, plus 2, plus 4, plus 6 dans le cas du soufre. Et ainsi de suite.
Donc, on a vu qu'une oxydation tu perds d'électrons, il correspond donc à une augmentation du degré d'oxydation. Une augmentation de degré d'oxydation. Regardez ici, vous avez une oxydation, donc vous passez de l'état d'oxydation 0 à plus 2. Par conséquent, une réduction correspond à une diminution de degré d'oxydation. Donc, c'est une degré de diminution, donc vous avez 2 plus, donc il passe à 0. Donc, voilà, donc c'est ça le plus important. Une réduction, c'est une diminution de degré d'oxydation, et l'oxydation est l'inverse. Vous avez bien sûr des exemples ci-dessous. Vous pouvez le voir, le cas de CR2O7 de moins en présence de H plus H2O. Vous pouvez voir les différentes formes de degrés d'oxydation. Par exemple, le CRO, ici, vous avez plus 6, et par la suite, il peut passer à plus 3, et ainsi de suite. Donc, vous avez différents exemples, vous pouvez le voir être opposés. Alors, équilibrer l'équation d'une oxydation, je pense que vous savez tous faire ça. Donc, il n'y a pas quelque chose d'originalité en ce qui concerne l'équilibre des équations chimiques. Ça rentre dans l'équilibre des équations chimiques. Pour écrire correctement les réactions, donc, il faut savoir bien sûr ce qui devient un oxydant après avoir capté un électron et un réducteur après avoir capté plusieurs électrons. Donc, exemple, déterminer la réaction redox Fe2+, avec les ions bichromates en milieu acide. Donc, vous avez l'équation. Fe2+, tout simplement, vous donne Fe3+, et moins. Et Cr2O7 de moins Cr3+. Le chrome 3 ici, il a degré d'oxydation 3. Et dans la forme bichromate, il a degré d'oxydation 6. Donc, automatiquement, vous pouvez écrire l'équation, on arrive à la fin, que c'est Cr2O7 de moins plus 6 moins plus 14 H+, parce que le milieu est acide. Donc, le milieu, il est très important dans certaines équations. Donc, plus 7 H2. Donc, après, vous faites l'équation globale. Donc, les principaux oxydants et leur forme réduite, MnO de plus, Mn de plus. Bon, en fait, il y a tout un tableau qui vous donne les différents couples. Donc, vous l'avez dans le polycopier. Donc, MnO4- Mn2+, au milieu acide, NO3, NO, N2, NH4+, et ainsi de suite dans les différents, et les réducteurs avec leur forme oxydée. Alors maintenant, on va voir une réaction électrochimique. Qu'est-ce qu'une réaction électrochimique? On provoque des échanges électroniques entre oxyrèdes des deux couples par l'intermédiaire d'électrodes. Donc, l'électrode, c'est tout simplement où a lieu l'oxydation s'appelle anode, où a lieu s'appelle le cathode. Donc, une réaction électrochimique, à partir de réactions chimiques, on peut produire de l'électricité. Et c'est pour cette raison, c'est comme les batteries de voitures, c'est pour cette raison qu'on parle bien sûr d'une réaction électrochimique. Et les piles que vous avez dans le télécommande chez vous, dans la maison par exemple, c'est une réaction électrochimique. Donc, on provoque un courant électrique à partir d'une réaction chimique. Comme vous êtes en train de voir ici la pile de Daniel. Donc, à l'anode, vous avez l'oxydation. Donc, on a pris le zinc, on l'a mis dans une solution de sulfate de zinc. Après, vous avez le cuivre, métal de cuivre, on l'a mis dans une solution de sulfate de cuivre. Donc, automatiquement, ici, vous avez réaction d'oxydation et ici, réaction de réduction. Donc, à partir de là, bien sûr, il y a production du courant d'électrons et bien sûr, le sens inverse, c'est le courant électrique. Donc, le pont salin pour lier entre les deux compartiments. Donc, on peut schématiser cette pile par ce symbole. Quelquefois, on vous donne dans l'examen, donnez-moi le symbole de la pile que vous avez entre les mains. Bien sûr, Zn, c'est l'électrode, la solution. Donc, séparé, c'est-à-dire on passe au deuxième compartiment qui est relié par un pont salin, Ci de plus, SO4 de moins, et bien sûr l'électrode de cuivre, c'est la solution cuivre. Donc, entre les deux pôles, vous avez les électrodes et la solution. Donc, l'ampèremètre indique la présence d'un courant électrique que vous êtes en train de voir ici. Donc, à l'anode, vous avez la réaction d'oxydation, et à la cathode, vous avez la réaction de réduction, et vous avez la réaction globale Zn plus Ci de plus, qui vous donne Zn de plus Cu. Donc, la réaction à l'anode et à la cathode sont trouvées d'après le bilan de fonctionnement, bien sûr, de la pile, qui représente une évolution spontanée. Donc, c'est une réaction qui est spontanée. Effectivement, l'expérience montrait par contact une lame de zinc qui est oxydée. Donc, si vous prenez une lame de zinc que vous mettez dans une solution de sulfate de cuivre, vous allez voir cette réaction. Lorsque l'on place dans la solution de sulfate de cuivre, on peut donc réaliser une pile électrochimique fonctionnant dans le sens imposé par l'évolution directe. Donc, le pont salin, il contient le K plus Cl- ou K NO3. Donc, de façon à ce que le courant soit transporté par les porteurs de charge qui sont les ions de la solution. Donc, il faut assurer une conductivité entre les deux, entre la cathode et l'anode. Par ailleurs, il évite le contact direct entre les deux compartiments, sinon l'échange électronique se fait directement. Donc, le pont salin peut être remplacé par une paroi poreuse jouant le même rôle. Donc, il y en a des électrodes qui peuvent avoir. On peut bien sûr pas utiliser le pont salin ou utiliser des parois poreuses. C'est-à-dire de lier les deux compartiments
Et entre les deux compartiments, il y a une paroi poreuse qui permet la conduction entre les deux, entre l'anode et la cathode. Alors, maintenant, on va passer à l'électrolyse. L'électrolyseur, c'est tout simplement l'inverse de la pile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la pile, c'est tout simplement une réaction chimique qui vous donne un courant électrique. Maintenant, c'est l'inverse. Il faut porter de l'énergie de l'extérieur, c'est un courant électrique, pour réaliser une réaction chimique. Donc, c'est tout à fait l'inverse. Donc, l'électrolyseur, au contraire de la pile, est un dipôle passif. Son rôle est de transformer l'énergie électrique délivrée par un générateur en énergie chimique sous forme de réaction électrochimique. C'est aussi une réaction électrochimique parce qu'on lie le courant et la réaction chimique. Donc, la réaction bilan de fonctionnement d'un électrolyseur est donc impossible à réaliser dans la voie électrochimique ou le générateur extérieur. Donc, il ne se traduit pas le sens spontané des échanges dans le sens inverse. Comme vous êtes en train de voir, la réaction H2O, donc ça, on ne peut pas écrire parce que tout simplement, ΔG est supérieur à 0. Donc, il faut porter de l'énergie de l'extérieur pour que vous puissiez réaliser cette réaction. Donc, à la cathode, une fois que le courant est ramené de l'extérieur, donc la cathode, vous avez de H+, de moins, on peut produire de l'hydrogène, et à l'anode, on produit bien sûr de l'oxygène. La particularité ici, que les pôles ils sont changés. Donc l'anode, il devient positif, et la cathode devient négatif. Donc l'anode, électrode reliée au pôle positif du générateur, et la cathode, électrode reliée au pôle négatif du générateur. C'est celui qui impose le sens du passage des électrons de la polarité. Donc on constate, conclusion, donc, que les échanges électroniques sont réversibles puisqu'on peut réaliser la réaction chimique bilan dans le sens spontané. Donc, et dans le sens non spontané avec les électrodes et le générateur. Donc, équation de Nernst. C'est un lien entre différence de potentiel au bord des électrodes d'équation. Donc, qu'est-ce que l'équation de Nernst? À tout bilan d'échange électronique, on peut associer fictivement une réaction de réduction en cathode et une réaction d'oxydation à une anode. Donc, vous savez le bilan de la réaction. Donc, vous savez la force du travail, Q est égale E. Bien sûr, E, c'est la force électromotrice, c'est égal EC moins EA. C'est E, l'énergie potentielle cathode moins le potentiel anode. C'est égal moins N1, N2, E, N, EC, EA. Bon, je ne vous demande pas, bien sûr, de se concentrer beaucoup plus sur la démonstration, mais vous pouvez bien sûr le lire. Vous avez déjà vu ça en électricité. Donc, à la fin, on obtient... Donc, vous avez ΔG, vous avez vu ça en électrochimie. Bien sûr, le plus important, ΔG inférieur à 0, si E supérieur, c'est K des piles. Et ΔG supérieur à 0, si E inférieur à 0, c'est K d'électrolyseur. Donc, ΔG est égal à ΔG0 plus RT log de RED à la puissance, etc., etc. Donc, automatiquement, on obtient à la fin que E1 est égal à E10 RT N1NF log nipérien OX sur RED. Et la même chose pour l'électrode 2, E2, E20 plus RT NF log OX sur RED. Donc, automatiquement, donc c'est ça ce qu'on parle, bien sûr, l'équation de Nernst, c'est cette équation que vous êtes en train de voir. Alors, en ce qui concerne la deuxième équation de Nernst, pour prévoir le sens de direction, on doit pouvoir comparer les potentiels standards des électrodes. Voir tableau. Ça, c'est le tableau que vous avez à la fin de votre polycopier, donc la liste des potentiels. Donc, le potentiel d'électrode n'est pas accessible par l'expérience. Toute mesure de ce potentiel nécessite alors l'introduction du second d'électrode, l'électrode. Donc, si vous avez une électrode qu'on ne connaît pas son potentiel, donc on peut utiliser un autre électrode, qui est l'électrode de référence, pour qu'on puisse mesurer l'électrode qu'on est en train de chercher son potentiel. Dans ce cas, la mesure de son potentiel sera définie par la force électromotrice. Donc, vous avez une électrode de référence, ça veut dire une électrode qu'on dispose de toutes les informations, de son potentiel, de différentes informations. Donc, comme la force électromotrice, du pile à laquelle l'électrode droite est une électrode standard d'hydrogène et celle de gauche, l'électrode étudiée. Donc, on a ici, comme vous êtes en train de voir, ça, c'est une électrode de référence d'hydrogène, ENH, et ça, c'est l'électrode que je suis en train de chercher son potentiel. Donc, par mesure de la force électromotrice, je peux conclure le potentiel de cette électrode. Donc, par exemple, ici, le système, c'est-à-dire de cette électrode normale d'hydrogène, donc je peux écrire que le platine, ici vous avez le platine, qui est l'électrode de platine. Bien sûr, l'hydrogène a une pression de 1 bar, H+, a un pH est égal à 0, et le couple oxyrède que je suis en train de chercher est l'électrode, bien sûr, de platine. Bien sûr, on prend l'exemple de oxyrède de Ag plus Ag.
Donc, on peut écrire la première équation, la première demi-équation plutôt, c'est N sur 2H2OX plus NH plus RED. Et après, on fait la différence de potentiel, c'est-à-dire E cathode moins anode. Et on aura bien sûr l'équation globale que vous êtes en train de voir. Et on peut conclure par la suite le potentiel que je suis en train de chercher. Un exemple, vous pouvez le faire à tête opposée, c'est le cas de Fe3 plus et le couple F3 plus avec MnO4 moins Me2 plus, aussi avec Cu2 plus et le zinc. Alors, ça, il y en a différents types d'électrodes. Par exemple, l'électrode de première espèce, c'est comme un électrode sur une lame de fer qu'on le plonge dans une solution ferrique. Donc, par exemple, dans une solution de sulfate de fer, qu'on peut bien sûr, et ça, c'est un électrode de première espèce. Et son symbole, c'est simplement Fe, Fe2 plus, SO4 de moins. Ça, c'est un demi-pile. Donc, automatiquement, par la suite, il faut le coupler à un autre pile. Donc, voilà. Bien sûr, à 25 degrés, bien sûr, une fois qu'on écrit l'équation de Nernst, EFE3 plus F2 plus, FE plutôt, donc E0 plus 0,06 log décimal. Donc, au lieu d'écrire RT sur NF, bien sûr, on fixe la température à 25 degrés, et par la suite, vous pouvez calculer 0,06 sur 2, qui est le nombre d'électrons d'échange qui existe, FE2 plus 2 moins, qui vous donne le fer à 25 degrés. Donc, un potentiel négatif caractérise un élément plus électropositif de l'hydrogène, parce que l'hydrogène, c'est presque la référence qui est au milieu, qui est à 0. Et un potentiel positif caractérise un élément moins électropositif que l'hydrogène. Donc, une réaction qui est écrite, bien sûr, la réaction globale, Na-OX1 plus N2 RED1, vous donne N2OX2 plus Na RED1. Donc, à l'équilibre, toujours à l'équilibre, vous savez déjà que delta G est égal 0. Donc, le potentiel entre les deux sont égaux. Et E0 est égal à RT sur NF log de K. Donc, après, première espèce, vous avez l'électrode normale d'hydrogène aussi, que vous êtes en train de voir. Donc, c'est H2, donc la pression bien déterminée du gaz d'hydrogène, et la concentration de H+. Et ça, c'est une électrode normale d'hydrogène. Donc, vous avez ici l'électrode de platine, qui est donc neutre, donc il ne réagit pas. Et bien sûr, la pression à atmosphère, le potentiel 0 est également 0, ça c'est E0. Et on peut écrire la demi-équation. Donc, l'électrode est une électrode de référence, dite électrode normale d'hydrogène, qu'on donne le symbole ENH. Alors, on peut bien sûr commencer sur 10. Bien sûr, vous avez la forme, mesure de potentiel d'un couple OX-RED. Ça, je suis en train de chercher. Et ça, c'est l'électrode de référence. Et je peux mesurer par la suite la force électromotrice qui existe entre les deux, entre l'anode et la cathode, s'il est anode, s'il est cathode. Maintenant, l'électrode de deuxième espèce. Alors, sa chaîne, c'est MA-NA, M, élément métallique, à l'anion, sel peu soluble MA, NA, sel soluble. Donc, l'électrode le plus complexe inclut un couple OX-réducteur, un électrolyte, qui est le POS1, une paroporeuse, et donc il joue le rôle d'un demi-pile, dont E est fixe et connu. Donc, on peut plonger dans n'importe quelle solution redox, jouer le rôle de la seconde pile, de la demi-pile, et donc elle garde son potentiel fixe et permet alors de mesurer la différence E redox moins E référence. Donc l'électrode exemple, vous avez ici. Donc, comme vous êtes en train de voir, l'électrode de deuxième espèce AgCl AG. Donc, cela revient à dire qu'il existe entre AgCl et Ag+, qui ne concerne qu'un échange d'électrolytes. Donc, vous avez ici le sel qui est AgCl, Ag+, plus Cl-, qui est sel peu soluble. Donc, il y a un produit de solubilité Ks, Ag+, plus Cl-. Donc, on l'a vu le chapitre précédent. Donc, le potentiel standard du couple Ag plus Ag et AgCl Ag. Donc, c'est deux couples, Ag plus Ag et AgCl Ag, qu'on peut l'écrire de la façon suivante. 1, 0 plus 0,06 log Ag plus est égal à E0,06, 1 sur Cl-. Bien sûr, la forme oxydée, ça, c'est une forme solide, donc il faut l'unité. Donc, il nous reste uniquement, bien sûr, le Cl- que vous êtes en train de voir. Et à la fin, on peut écrire que E2,0, on peut trouver E2,0 est égal à 1,0 plus 0,06 log de Ks. Donc, il est en fonction du produit de solubilité de AgCl. Comme AgCl est peu soluble, la quantité de Cl- présente dans la solution KCl, c'est ici, est indicatrice de Cl-. Donc, tout simplement, c'est un électrode indicateur de Cl-. Donc, il y en a plusieurs électrodes qui sont commercialisés, qu'on peut l'utiliser et qu'on peut l'adapter selon un besoin bien spécifique. Par exemple, il y a des électrodes de fluor, qu'on peut mesurer uniquement les fluors.
Donc, remarque KCl est saturé. Et bien sûr, vous avez tout simplement K+, plus Cl-. Et bien sûr, la concentration de Cl- est égale à celle de K+, automatiquement est égale à Cl- au carré. Donc, on peut mesurer la concentration de Cl- dans une solution bien déterminée. Dans ce cas, l'électrode joue le rôle de l'électrode de référence. On le relie aussi à cette électrode à la solution étudiée. On a un point ionique Ag, AgCl, KCl, dans un manchon comprenant une partie de verre frité. Donc, vous le prenez, vous le mettez bien sûr dans une solution bien déterminée. Ensuite, il y a l'électrode de Calomès, c'est un électrode qui est déjà commercialisé. C'est une électrode déjà commercialisée qui remplace comme électrode de référence l'électrode normale hydrogène, qui est le plus utilisé dans les laboratoires, l'électrode de Calomel. Alors, vous êtes en train de voir de quoi se compose cette électrode de Calomel. Vous avez un fil métallique, ici, solution de mercure. Le calomel, c'est tout simplement Ag2Cl2, donc on l'appelle tout simplement le chlorure mercureux, on l'appelle calomel. Et vous avez une solution saturée de KCl et la part poreuse pour assurer la conduction électrique entre la solution et l'électrode. Donc le fil métallique de platine sert au contact extérieur. Vous avez fer frité, laissez diffuser une très faible quantité d'iode pour assurer la conduction. Et on peut écrire, bien sûr, on peut développer les équations Ag2+, le premier couple qui vous donne 2 fois mercure, Ag2Cl2 qui vous donne mercure plus Cl-. Et bien sûr, on peut écrire E1 est égal à E2 parce que son électrons sont couplés. E1,0 plus 0,06 log Ag2+, est égal à E2,0 log 1 sur Cl-. À la fin, on obtient E2,0 est égal à 1,000 AKS. Pardon. Donc, remarque, si KCl est saturé, la même chose vous aurez à la fin que E2 est égal à E2,0 0,06 log de racine K', KS qui est constant. Dans ce cas, l'électrode de référence à 25 degrés est égal, E est égal à 0,244, valeur très employée. Donc, c'est une valeur qui est très connue. On l'utilise dans les laboratoires pour mesurer, pour l'utiliser comme électrode de référence. Pour l'utiliser, on contrôle la présence des cristaux KCl, solution, qu'on a traduit par l'orifice de remplissage ou entrope du solution dispositive. Donc, il doit être impérativement saturé en solution KCl pour qu'il fonctionne très bien. Alors, une électrode de troisième espèce, cette fois-ci, à quoi la différence électrode? Il s'agit tout simplement d'un fil de platine plongé dans la solution. Lorsqu'un couple est constitué de ions dissous, il n'est pas possible d'y connecter par un circuit électrique. Mais le potentiel est actif en plongeant simplement un fil de platine. Donc, c'est une électrode qu'on peut le plonger dans une solution bien déterminée ou tout autre métal inerte. Donc, parce que le platine, c'est un métal qui est inerte, il ne réagit pas avec les solutions. On a d'autres électrodes, il y a l'or, l'électrode de l'or, il y a l'électrode de carbone, et on a pas mal des électrodes qui sont utilisées. Donc, le potentiel est accessible directement par le fil de platine. Donc, le fil qui est connecté par le circuit électrique dans ce cas. Alors, maintenant, on va voir les ondes de prépondérance des formes oxydées et réduites. Donc, prenons un système simple, par exemple Fe3 plus Fe2 plus. Le potentiel de ce système selon l'équation de Nernst, E0 Fe3 plus RTNF, log l'hypérien Fe3 plus Fe2 plus. Bon, nous, on va travailler toujours avec les conditions standards. T est égal à 25 degrés. Donc, automatiquement, vous pouvez écrire 0,06 log décimal sur 1. Donc, ici, il y a un change d'électron. La forme oxydée sur la forme réduite. Donc, et le potentiel de l'abondant, l'équipe, c'est-à-dire Fe2+, Fe3+, est terminé. Donc, supposons à l'origine qu'on a les deux concentrations sont égaux. Donc, on aura potentiel 0,077 parce que log de 1 vaut à 0. Donc, supposons maintenant qu'on porte le potentiel à un moyen électrique par une valeur supérieure à 0,70. Donc, on doit augmenter Fe3+, par rapport à Fe2+. Et bien sûr, cette fois-ci, le potentiel est inférieur, donc on aura Fe2+, qui domine par rapport à Fe3+. Et à partir de ce potentiel, juste pour vous montrer la dominance de la forme. Par exemple, ici, vous avez la forme oxydée qui domine supérieure à 0,77 et la forme réduite qui est dominée inférieure au potentiel standard qui est 0,77. On va voir aussi le rôle du solvant en stabilité de solution aqueuse.
Bon, ça c'est simple, je pense qu'on l'a fait. L'eau est un solvant en folite redox, c'est-à-dire il peut prendre en folite, c'est-à-dire il peut prendre la forme ox comme il peut prendre la forme redox. Red. Donc, car il peut donner lieu à une oxydation et une réduction. H2O est un oxydant dans le couple H2O-H2. Ici, c'est un oxydant. Et ici, dans le couple O2H2O, il est un réducteur. Donc, en milieu acide, on peut écrire les deux demi-équations d'oxydoréduction. On peut développer celui d'hydrogène 0, celui, bien sûr, OH2O 23. Et par la suite, on développe le potentiel. Donc, 1, 0 est égal à 0,06 log de H plus à la puissance 2 sur la pression, parce que c'est un gaz, est égal tout simplement moins 0,06 pH. Il faut développer la fonctionnalité plus 0,02 log de pH 2. Et pour la deuxième équation, E2 est égal à E de 0 plus 0,06. Vous avez ici 4. Donc 0 sur 4 log de H plus à la puissance 4 fois la pression d'oxygène. Donc est égal à 1,23 moins 0,06 pH plus 0,6 sur 4 log de 1. Donc on peut tracer le diagramme E en fonction de pH apparent, c'est-à-dire pression H2 est égale à l'atmosphère. Donc il suffit de remplacer pH2 et PO2 par l'atmosphère. Donc ce qui ne correspond pas aux conditions habituelles d'utilisation de solution. Mais les résultats sont, donc la première équation on obtient E1 moins 0,0 pH et la deuxième 1,23 moins 0 pH. Et on obtient le diagramme suivant. C'est le diagramme de position. Et bien sûr, cette zone correspond à la zone de stabilité de l'eau. Donc, vous avez ici la forme qui domine sur l'oxygène, ici la forme qui domine sur l'hydrogène, et ici, vous avez la zone de stabilité de H2O. Donc, pour la réduction d'H2O, si E supérieur à zone stabilité H+, si E zone stabilité H2. Pour l'oxydation, la même chose, O2 et H2O. Donc, le domaine situé entre 1 et 2 s'appelle le domaine de stabilité thermodynamique de l'eau. Donc, entre les deux, vous avez le domaine de stabilité de l'eau. Alors, influence de pH sur les zones de stabilité des formes ox et red. Vous avez certaines équations qui s'effectuent au milieu acide, donc automatiquement, il y a une influence de pH sur la solution. Donc, E est égal à E0 RT log ox H+, red, bien sûr, à la puissance des coefficients stéchiométriques. On développe pour faire sortir le pH. Donc, on peut, bien sûr, dans le cas, on obtient à la fin E est égal à E' moins 0 pH. Donc, par exemple, si on prend le cas de MnO4 et Mn2+, vous êtes en train de voir l'influence du pH sur le couple MnO4 et Mn2+. Et bien sûr, droite d'équation, c'est moins 8 sur 5, 0,06 pH. Vous avez ici l'exemple que vous êtes en train de voir. Donc, une fois que vous faites ça, donc, vous pouvez tracer l'équation, ou plutôt le diagramme potentiel, et vous pouvez déterminer la forme réduite et la forme oxydée dominante dans chaque zone. Bien sûr, les ions H+, n'interviennent pas dans les équilibres redox, bien sûr, là où l'H+, n'intervient pas dans la solution, comme le cas de fer, comme le cuivre, nickel, zinc, etc. Alors maintenant, pour le calcul de constante de K, donc, je vais vous montrer la méthode la plus simple pour la faire. Par exemple, vous avez deux couples. La première méthode, c'est la plus utilisée, qu'on écrit tout simplement E1 est égal à E2, parce que c'est une constante d'équilibre. Donc, l'état G est égal à 0. Donc, la forme d'équilibre, donc celle-là, il faut écrire, bien sûr, le premier couple, celui de bichromate, avec le fer, le Fe3+, Fe2+. Donc, il faut faire attention, juste, il faut équilibrer les nombres d'électrons entre les deux équations. Par exemple, ici, ils sont à la puissance 6, et bien sûr, parce qu'il y a un échange d'électrons, et celui de chromate, il échange 6 électrons. Donc, une fois que vous avez calculé ça, vous pouvez sortir votre logarithme de K qui est 6 sur 0,6, potentiel de bichromate moins le potentiel de Fe3 plus Fe2+, et vous pouvez calculer K est égal à 10 puissance 56. La réaction, donc, elle est vraiment tellement énorme que la réaction va dans le sens numéro 1. Donc, ça vous montre aussi, est-ce que la réaction peut s'effectuer dans le sens numéro 1 ou dans le sens numéro 2, le calcul de K. Donc, je vous laisse ici voir, vous pouvez développer par la deuxième méthode, qui est très simple aussi, qui n'est pas compliquée. Alors, la partie la plus importante, qui est le dosage redox. C'est presque pareil ce qu'on a vu dans le dosage acido-base. Presque la même chose. Dans l'acide base, on cherche les pH, et dans le dosage redox, on cherche les potentiels. Et c'est le même principe. Le même principe. Donc, sauf ici qu'on utilise les potentiels par l'équation de Nernst. Le principe est comparable à celui d'un dosage acido-basique. Si on veut doser une substance ayant des propriétés oxydant OX1, on utilise un réducteur R2 tel que R2 soit total. Donc, l'exemple, donc l'équivalence, c'est le moment de dosage V équivalent, c'est juste entièrement réduite.
Voilà, c'est le système, presque la même chose. La seule différence qu'on utilise ici, des électrodes pour calculer le potentiel. L'électrode de référence pour calculer le potentiel de la solution. C'est la seule différence par rapport à celui, au lieu, bien sûr, de pH, soit on utilise un électrode pH-mètre, soit on utilise un colorant, un indicateur coloré. Donc, dans cette relation, on déduit tout simplement C1. Alors, un exemple, tout simplement. Bon, ici, dosage colorimétrique, je ne vous tracasse pas avec ça. Donc, on passe directement au dosage potentiométrique. Un exemple qui est concret et qui est simple. Dosage de Fe2+, par rapport à CE, par le CE4+. Donc, vous avez ici la constante d'équilibre supérieure à K. Donc, c'est la concentration, c'est de Fe2+, pas Fe3+, ici, c'est Fe2+, parce que je dose Fe2+. V1, c'est le volume de la solution Fe2+. C2, la concentration CE4+. Et V2, c'est la concentration de CE4+. Donc, vous avez une burette, vous avez un bécher, vous avez vous avez une burette, vous mettez ici CE4+, et ici, vous avez une solution qui contient Fe2+. Bien sûr, vous avez les électrodes de référence qui sont liées pour mesurer le potentiel. Donc, automatiquement, vous avez ici C2V2 et ici C1V1. Et par la suite, on doit calculer, on doit trouver le potentiel. Alors, au début, avant le point d'équivalence, c'est-à-dire vous avez C1V1 est supérieur à C2V2. Donc, le couple qui domine ici, bien sûr, c'est le couple, bien sûr, de potentiel E0 de Fe3+, Fe2+. Bien sûr, vous avez versé juste un petit peu, de telle façon que la concentration supérieure, bien sûr, de Fe2+, est toujours supérieure à CE4+. Bien sûr, vous aurez la formation de Fe3+. D'où vient la formation? Bien sûr, une fois que vous ajoutez un volume, vous versez un peu, vous avez une variation de volume. Donc, vous avez ici V1, et ici, vous avez V2. Automatiquement, quand vous versez le CE4+, plus Fe2+, vous aurez la formation de Fe3+, plus CE3+. Donc, cette formation, donc vous avez ajouté un volume. Donc, vous avez ici le Fe2+, qui va se former. Fe3+, qui va se former. Donc, est égal quoi? C'est tout simplement le C2V2, il vient de C4+, sur le volume total, qui est le V1, plus V2, et vous calculez votre potentiel. La même chose ici, la demi-équivalence, c'est-à-dire toujours C1V est supérieur à C2V2. Donc, il suffit de remplacer ici dans l'équation. Vous aurez le potentiel est égal tout simplement au potentiel E1, 0. Au point d'équivalence, C2V2 est égal à C1V1, c'est-à-dire les concentrations sont égaux. Donc, le potentiel, tout simplement, est égal à E1, 0 plus E2, 0 sur 2 est égal à 1,79. Après le point d'équivalence, c'est-à-dire la forme dominante cette fois-ci, c'est CE4 plus CE2 plus. C'est le potentiel de celui-là qui domine. Et il faut calculer C2V2 moins C1V1 sur C1V1. Donc, CE4 plus est égal à C2V2 moins C1V1. Par contre, au-delà du point d'équivalence, c'est-à-dire C2V2 est égal à 2 fois C2V2. Donc, le potentiel qui domine, c'est celui du couple CE4 plus CE3 plus. Voilà, donc je vous invite aussi par la suite de voir cet exemple, celui-là, parce que cette fois-ci, vous avez un coefficient de 2. Donc ici, vous avez coefficient de 1, vous avez un électron d'échange qui change entre CE4 plus CE3 plus, et Fe3 plus et Fe2 plus, vous avez un seul électron. Par contre, ici, je vous invite de revoir cet exemple, parce que ici, vous avez un échange d'électrons, et qu'est-ce qui va changer ici? C'est dans la forme, bien sûr, à l'équivalence, de potentiel à l'équilibre. E est égal 2 fois, cette fois-ci, SN4 plus, SN plus, CE4 plus, CE. Donc, je vous invite de le faire à tête reposée. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez me contacter par email. Donc, vous avez mon email, safage@gmail.com. Et je vous remercie, je vous souhaite bon courage. Et restez chez vous et travaillez bien.